colloque de l'année dernière, nous avions fait le constat qu'il était nécessaire de partager davantage entre ces 3 axes que nous allons explorer durant ces 4 jours et de pouvoir chaque jour partager, revenir sur ce qui aura été abordé, travaillé. Alors évidemment, celle-ci de table ronde va plutôt être une anticipation, puisque nous n'avons pas encore exploré les thèmes, et je suis ravie d'avoir avec moi 2 intervenants qui vont pouvoir réagir à mes propos, puisque donc ce matin, c'est autour des addictions de mener cette table ronde, et donc je vous laisserai réagir en conséquence, chers collègues. Je vais vous proposer pour cette première table ronde de partager avec vous, en tout cas de tirer un fil autour d'un concept qui nous a pas mal animé ces derniers jours, ces derniers temps, en particulier avec Jean-Pierre Coutron, et qui est issu en partie d'un texte qui sera publié très prochainement dans le cadre du journal d'Opélia. Et le thème que j'ai choisi pour cette table ronde, c'est la notion de lisière. La lisière en transformation entre défi, résilience et santé publique. Donc cette introduction se propose comme une invitation à la réflexion, inspirée du concept forestier de lisière, cet espace qui se trouve à la frontière entre 2 mondes, souvent négligé mais d'une richesse inestimable. Dans son éloge à la lisière, Jean-Baptiste Verrera nous encourage. Donc, nous encourage à considérer cet entre-deux avec sérieux, à reconnaître la force et le potentiel de ce lieu où se rencontrent et s'interpénètrent des réalités différentes. Mayotte, en ce sens, me semble être une lisière à la fois géographique mais aussi culturelle, territoire insulaire de l'océan Indien. Il incarne à bien des égards une lisière, une frontière naturelle délimitée par la barrière de corail à proximité de Madagascar et des Comores. Cette île où se rencontrent différentes influences africaines, arabes, malgaches, européennes. Cette diversité culturelle a façonné une identité complexe où modernité se mêle aux traditions ancestrales. À la fois à la croisée des chemins géographiques, culturels et socio-économiques, Mayotte se trouve à la périphérie en qualité de département français, tout en étant ancrée dans une région riche en défis. En addictologie, nos missions nous conduisent souvent à travailler dans ces espaces entre. Ces zones grises où des identités se déforment, se transforment, où se croisent vulnérabilité et résilience, exclusion et réinsertion, détresse et espoir. Ces zones d'entre-deux sont celles où vivent ceux qui se trouvent en marge de la société, invisibles aux yeux du monde, précarisés, mais aussi celles des doubles vies, de tant de nos proches où l'usage de substances cachées et dictées par la honte ou la peur du rejet. Ces personnes que nous accompagnons sont, dans leur diversité, à la lisière d'une société qui peine à les comprendre, à les accueillir, à les soutenir. Tout au long de ces 4 jours, nous serons amenés à partager, à échanger autour de 3 grands axes qui sont les déterminants sociaux en santé, la réduction des risques et la veille sanitaire. Alors je vous propose ici de nous placer juste à l'entrée de cette lisière pour entrevoir ces enjeux fondamentaux à la question des conduites addictives, de la santé sexuelle et des maladies infectieuses. Les déterminants sociaux de la santé jouent un rôle crucial dans la prévention et la gestion des addictions. L'accès à l'éducation, à l'emploi, le logement, le cadre familial sont autant de facteurs qui contribuent à la vulnérabilité ou aux ressources des populations face aux addictions. Le colloque de Mayotte en santé 2024 aborde ces questions en soulignant l'importance d'interventions ciblées sur ces déterminants sociaux pour prévenir, accompagner les conduites addictives. L'amélioration des conditions de vie, l'accès aux services de soutien sont essentiels pour réduire les inégalités en santé et limiter les comportements addictifs. À Mayotte, un territoire marqué par une grande diversité, de grandes inégalités, ces déterminants façonnent non seulement la santé des individus, mais aussi les représentations sociales qui en découlent. Ainsi, représentation et stigmatisation peuvent nous conduire à la lisière d'un terrain fertile, mêlant ainsi déterminants sociaux et perceptions, en les transformant souvent en stigmatisation, exacerbant les difficultés rencontrées par les individus. Les représentations sociales liées aux addictions ou aux troubles psychiques peuvent souvent être négatives, basées sur des préjugés ou des stéréotypes.
Ces représentations sont parfois influencées par des croyances culturelles, religieuses, qui, bien que profondément enracinées, peuvent contribuer à renforcer cette stigmatisation. À son tour, celle-ci peut avoir des conséquences graves sur la santé des individus, les isolant davantage ou réduisant leur accès aux soins et aux services nécessaires. Les interventions en santé publique, comme celles que nous allons aborder durant ces 4 jours, doivent tenir compte des liens entre déterminants sociaux, représentation et stigmatisation, en adoptant une approche inclusive, respectueuse. Il est alors possible de déconstruire ces stéréotypes, de réduire la stigmatisation et de promouvoir une représentation plus équilibrée, plus juste des personnes concernées. En reconnaissant et en abordant le lien entre les déterminants sociaux et les représentations, nous pouvons travailler à briser le cycle de la stigmatisation, à promouvoir une société plus juste et ainsi à renforcer nos compétences en matière de santé publique. C'est un défi, mais c'est aussi une opportunité de transformation positive, en particulier dans un contexte comme celui de Mayotte. Alors, mes chers collègues, en matière de déterminants sociaux, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter du côté de vos compétences ? Vous m'entendez correctement ? Donc, Dr Kevin Diallo, moi je suis infectiologue sur l'île de la Réunion et responsable du centre de dépistage anonyme et gratuit. Dans vos propos, déjà je vous remercie pour cette participation. Dans vos propos, on ressent bien que la notion de lisière et la notion en fait, de frontière est importante à intégrer, avec notamment la notion en fait, de compréhension de l'autre, c'est-à-dire quelle est sa culture, quelles sont ses représentations, quelles sont ses croyances, quel est son milieu socio-culturel. Parce qu'un individu est, j'ai envie de dire, un ensemble de problèmes. Donc, il faut savoir quelle est la priorité de ce problème et comment répondre aux besoins de l'individu en lui apportant des connaissances, des informations et des soins, s'il le désire, pour pouvoir au mieux l'aider, l'accompagner et le prendre en charge. C'est important sur les territoires marginalisés et un peu à distance de nos pratiques plus hexagonales, de pouvoir, quoique ce n'est pas tout à fait vrai pour tous les types de populations, mais de pouvoir aller au contact direct de la population, de ceux qui n'ont pas accès aux soins. C'est vraiment cette notion d'aller vers qui est importante parce qu'on va chercher en fait, les individus dans leur milieu de vie, au cœur de leurs problématiques, pour pouvoir déjà d'une part les informer, d'autre part les comprendre, c'est-à-dire aussi faire un travail sur nous-mêmes pour nous mettre au niveau de compréhension de l'individu qu'on a en face de nous, et ensuite pouvoir apporter en fait, une solution pratique en fonction des besoins qui sont apportés. Et bien que nous ayons des casquettes très différentes, il est important en fait, qu'on considère que ces problématiques nous concernent. C'est-à-dire que si je vais avec un regard d'infectiologue ou avec un regard de santé sexuelle, je devrais prendre en compte les conduites addictives, les problèmes sociaux, psychologiques de la personne qui est en face de moi. Et ce n'est pas le problème d'un autre, c'est le problème que je devrais apporter, auquel je devrais essayer d'apporter une solution en fait, pour la personne qui est en face de moi. On sent que c'est un problème qui nous concerne tous en tant qu'altruiste, simplement, j'avais envie de dire de soignants ou de professionnels, mais en tant qu'humain, je pense que l'intérêt de l'autre et l'aide qu'on peut apporter à l'autre n'est pas monothématique, c'est vraiment une réponse plurithématique à laquelle on peut essayer de répondre. Donc, Cédric Arvieux, je suis infectiologue au CHU de Rennes et je m'occupe plus particulièrement des questions de santé sexuelle. Oui, je pense que les déterminants sociaux en santé sont essentiels. Si on veut prendre quelques exemples auxquels on est confronté aujourd'hui, on a une problématique un peu spécifique en métropole qui est l'incidence de l'infection par le VIH chez les femmes migrantes. Alors qu'on a aujourd'hui un traitement préventif qui est tout à fait efficace et dont s'est saisie une partie de la population qui avait la population des hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes et qui se sont très vite saisis de cette opportunité-là et ont eu très vite accès, alors que les femmes en situation de migration, finalement, sont très concernées par la question, mais en fait ont très peu accès, non pas parce qu'elles ne sont pas intéressées par la PrEP, donc le traitement préventif du VIH, mais parce qu'on n'a pas réussi à construire une offre qui corresponde finalement à leurs besoins. Donc il y a un travail qui est extrêmement important à faire à ce niveau-là, souvent parce que en fait, y a des priorités autres que des priorités de santé chez ces personnes-là qui font qu'on n'arrive pas à mettre la question de la santé sexuelle vraiment au premier plan pour leur proposer un traitement préventif qui soit efficace. Et puis on n'a
pas forcément des traitements qui correspondent aujourd'hui à leur mode de vie. On attend beaucoup de la prévention injectable qui se fait tous les 2 mois parce qu'on pense que ça correspondra mieux au mode de vie de ces femmes en situation de migration. Donc je pense qu'il y a vraiment des enjeux cruciaux là, sur la question des déterminants sociaux en santé auxquels on s'intéresse, mais c'est vrai qu'on l'a déjà dit ce matin dans les introductions, on a une approche médicale voilà, qui est pas toujours holistique, et on a vraiment besoin là d'avoir une approche de la personne, une prise en soin très, très, très globale. Et dans le domaine de la prévention, c'est essentiel. Dans le domaine de la prise en soin aussi, aujourd'hui, dans nos programmes d'éducation thérapeutique, finalement, on est très axé sur les problématiques sociales, finalement, plus que sur les problématiques médicamenteuses chez les personnes qui vivent avec le VIH, qui ne posent pas tellement de soucis, mais c'est vraiment l'intégration, la question de la vision de la société vis-à-vis de la maladie, voilà, tous ces déterminants-là qui vont faire que les gens vont bien vivre ou mal vivre avec le VIH, plus que des questions de thérapeutique qui aujourd'hui se posent, voilà, sont plus du tout l'essentiel comme on a pu le connaître il y a quelques années. Merci, messieurs. Afin de poursuivre cette table ronde, on va traverser la question de la réduction des risques. La réduction des risques n'est en soi pas seulement une stratégie de prévention, elle est une lisière en elle-même qui ouvre vers de nombreux possibles, une diversité d'interventions et d'accompagnements. Dans les propos de Jean-Pierre Coutronc tout à l'heure, il réabordait à quel point cette prévention est souvent mal perçue, mal comprise, comme étant possiblement même une incitation à l'usage de substances. Mais du côté des addictologues que nous sommes, elle est également un outil puissant pour changer les représentations sociales, mais pour aussi offrir un accompagnement respectueux de la dignité de ceux qui en ont besoin et de ceux qui font usage. La réduction des risques ne se limite pas à prévenir les dommages liés à l'usage de substances ou à distribuer du matériel ou de l'information, mais elle s'étend également à la création d'espaces où les personnes peuvent librement aborder ces usages, les faire évoluer vers des pratiques plus sûres et renforcer ainsi leur pouvoir d'agir. Durant ces 4 jours, nous allons explorer comment la réduction des risques est support d'accompagnement, est bien inscrite dans ce continuum de la prévention et des soins. On va pouvoir aborder l'évolution des tendances en matière de consommation, l'ajustement constant des services de réduction des risques en conséquence, mais aussi des contextes spécifiques, comme celui de l'intervention en milieu carcéral, et qui montrent à quel point cette réduction des risques peut être flexible et adaptée. Elle permet de rencontrer les personnes consommatrices là où elles se trouvent, physiquement, psychologiquement, pour les accompagner uniquement vers une notion de meilleure qualité de vie. Dans un contexte où les addictions sont exacerbées par la précarité, la migration, la réduction des risques s'impose comme une stratégie, et ainsi à Mayotte comme une stratégie clé, mais comme ailleurs. C'est d'ailleurs en ce sens que la POPAM a été configurée de manière inédite comme une plateforme décloisonnant cette dimension de CARUD, donc de Centre de réduction des risques, et de XAPA du côté du soin. Elle est l'illustration, pour moi, évidente de ce besoin de faire rejoindre ces différentes disciplines, ces différents modes d'action, et de permettre aux personnes de bénéficier des différents services aux différents moments de leur parcours de vie et d'usage. Mais qu'en est-il de votre côté, messieurs ? Je rebondis sur les propos de Cédric précédent qui disait que nous essayons d'introduire le traitement préventif, notamment du VIH. Et pendant une bonne période, il nous a été reproché d'inciter en fait, à la prise de risque par rapport à ce type de traitement. On essaie de toujours promouvoir l'usage du préservatif, mais quelque part, beaucoup nous reprochent, et surtout en fonction de l'origine culturelle, d'inciter en fait, la population à avoir des rapports sexuels non protégés. De la même manière, en fait, on accompagne les personnes qui souhaitent s'épanouir en fait, dans leur vie en prenant conscience en fait, du danger et en accompagnant le mieux possible en fait, la détection des maladies opportunistes qui peuvent arriver, enfin, des maladies sexuellement transmissibles qui peuvent arriver, et en les accompagnant sur leurs problématiques récurrentes pour éviter une mise en danger supplémentaire, que ce soit en fait en termes de pratiques sexuelles, et on le sait malheureusement trop lié actuellement avec les conduites addictives qui explosent en cours de pratiques sexuelles. C'est l'affaire de tous de se soucier des réductions des risques pris par les individus. Et pour ça, effectivement, je pense que nous avons une certaine transversalité à avoir pour permettre de mieux accompagner les patients en fonction de leur désir aussi d'adhérer à cette réalité.
Je vais reprendre un autre exemple par rapport à ce qu'on a pu vivre en termes de réduction de risque. Lorsqu'on a vécu l'épidémie de Mpox en 2022, donc avec une augmentation vraiment très brutale du nombre de cas chez les hommes qui avaient des rapports sexuels avec d'autres hommes, on a effectivement introduit la vaccination assez rapidement et on a beaucoup dit que la vaccination était extrêmement efficace dans la gestion de l'épidémie. Mais en fait, en parallèle, il y a eu au sein de la communauté HSH une diminution de la prise de risque et de l'exposition au risque qui a été aussi très importante. Et c'est assez difficile finalement de déterminer quelle est la part de chaque élément, parce que c'est quelque chose qui s'est passé sur un temps très court. Et donc c'est assez difficile a posteriori, même s'il y a eu des analyses assez fines qui ont été faites, de savoir quelle est vraiment la part de la vaccination et la part de la réduction de risque dans finalement une maîtrise très rapide de l'épidémie. Je pense que c'est quelque chose d'important dans la mesure où là on parle d'une nouvelle épidémie. Bon, même si les modes de transmission paraissent assez différents, je pense d'avoir de bien intégrer cette question que la réduction des risques par la communauté elle-même finalement a été un élément essentiel de la gestion de l'épidémie. Voilà, ça doit nous faire réfléchir sur la façon dont on peut gérer l'épidémie en cours. Merci. Enfin, le dernier thème que traversera l'axe addicto, c'est la question de la veille sanitaire. Pour celle-ci, je vous proposerai de l'envisager comme un gardien silencieux aux portes de cette lisière. Elle a pour fonction finalement d'observer les tendances émergentes en matière d'usage de substances. Elle est une vigilante constante et nécessaire pour protéger les populations, évidemment les plus vulnérables, mais aussi réagir rapidement aux signes avant-coureurs. La veille sanitaire ne se limite pas à une surveillance passive, elle devient un acte proactif, essentiel, dans la protection des usagers, dans les liens qu'elle tisse avec l'analyse de substances. Il est crucial de surveiller les tendances émergentes en matière de consommation de substances et de pouvoir informer au mieux les usagers sur les substances qu'ils vont consommer, leur composition et les tendances observées. Récemment encore, la veille sanitaire et l'analyse de substances ont permis une réactivité remarquable face à la présence d'héroïne coupée aux cannabinoïdes de synthèse en Île-de-France et à La Réunion. Alors, durant la dernière journée du colloque, nous vous proposerons d'examiner comment cette veille sanitaire renforcée permet d'identifier les nouvelles substances psychoactives, de suivre l'évolution des comportements addictifs et de mettre en place des réponses adaptées. Là aussi, je ne doute pas que mes collègues auront pas mal de données sur les questions de veille sanitaire. Pour ma part, je considère que les épidémiologistes sont un peu les plus grands sauveurs de l'humanité parce que intervenir en amont de l'existence d'un risque et d'une propagation de maladies infectieuses, en tout cas dans ma spécialité, c'est le plus important et c'est ce qui permet vraiment de sauver les gens. Nous, on est là pour réparer les pots cassés, quelque part. Donc, je remercie énormément à cette veille d'exister et il est important que chacun cherche à l'implémenter parce que sans données, il travaille réellement à l'aveugle de ce qui se passe en fait dans la population. Le principal individu concerné est allé à chercher, comme je le disais tout à l'heure, dans son milieu et c'est lui qui va nous informer sur les nouveautés qui apparaissent. Ce n'est pas écrit dans les livres et on ne peut pas le deviner. En fait, si une nouvelle pratique apparaît, si un nouveau risque apparaît, c'est en écoutant les populations, en sachant ce qu'il se passe, en prenant quelque part la température là où elle est et pas en restant extérieur, qu'on va savoir reconnaître en fait les préoccupations de demain. C'est effectivement notre rôle à tous d'être un petit peu en veille permanente pour pouvoir anticiper le plus possible et éviter de faire, comme je le disais tout à l'heure, réparer les pots cassés une fois que le risque a trop diffusé. Oui, je pense que vraiment la question des données, c'est une question essentielle et on l'a bien vécu avec la problématique du VIH où on a extrêmement tôt mis en place une gestion des données épidémiologiques très fine sur laquelle on a mis beaucoup de moyens financiers dans les années 80, début des années 90 et qui est restée de très bonne qualité. On a des données sur l'épidémiologie du VIH en France qui sont extrêmement précises et qui sont des données qui permettent de faire justement de la veille. Pareil, si je recite des exemples, à l'époque de du début de l'épidémie de Covid-19, on s'est posé la question de savoir qui était prioritaire pour la vaccination. Parmi les patients qui vivaient avec le VIH, la question s'est posée. On avait à peu près compris qu'ils n'étaient pas tous concernés par un surrisque parce qu'on a proportionnellement peu d'immunodéprimés. Mais par contre, on a des patients qui sont obèses et hypertendus, qui étaient manifestement la problématique du risque du Covid-19. Et on a été dans la capacité de sortir en 1 heure la liste de nos patients qui étaient obèses et hypertendus.
Et je défie n'importe quelle autre pathologie d'arriver sur l'ensemble d'une file active de, nous en Bretagne, de 4000 personnes, de sortir ce critère-là en l'espace d'une heure. S'il faut aller chercher dans les données archivées, c'est beaucoup plus long. Donc ça permet avoir accès aux données, ça permet d'avoir une réactivité en termes d'épidémiologie et au service des patients qui est vraiment extrêmement importante. Donc je pense, et autant on est, je pense, très bon dans le domaine du VIH, on est très mauvais dans le domaine des autres IST, sur la syphilis, sur le gonocoque. Voilà, il y a une prise de conscience, je pense, à tous les niveaux, au niveau de Santé publique France, on ait des données de meilleure qualité, mais on est très 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 loin de la qualité des données qu'on a dans le domaine du VIH. Et la dernière chose sur laquelle je pense où on a du retard, et d'où l'importance un peu de ce type de réunion, c'est que la question du recueil des données à partir des personnes concernées est assez mal conçue actuellement. On pourrait imaginer que finalement les principales personnes qui pourraient enrichir les données sont ceux qui sont concernés par la maladie. Finalement, on n'a pas de système de déclaration autonome de la part des personnes, de la part des personnes qui vivent avec une maladie. Et ça, c'est des choses pour lesquelles on pourrait travailler, parce que ça permettrait une réactivité qui est probablement bien plus importante que les systèmes de gestion de données qu'on a actuellement. Bien, en conclusion, et je remercie mes deux intervenants, de voir à quel point nous sommes nombreux, finalement, à nous approcher de cette lisière, de ce seuil où tout peut basculer. Là où la fragilité côtoie la force, là où la dépendance se transforme en liberté, où l'exclusion laisse place à la citoyenneté, où la maladie laisse place à la santé. L'addiction peut devenir maladie, mais l'usage qui l'a précédée s'est souvent proposé comme une solution face aux difficultés de nos existences. C'est dans cet espace que nous nous engageons avec patience, détermination, pour accompagner chacun dans ses motivations à franchir son seuil, à passer de l'autre côté, et pour citer François Julien, à aller vers une seconde vie. Car la lisière n'est pas seulement un lieu de transition, c'est aussi un espace qui ouvre vers un potentiel de situation, un endroit où les rencontres sont possibles, où les différences se mêlent pour créer du neuf, du commun, où se trouvent les germes de l'innovation sociale, où peuvent naître les idées et les actions qui redonnent à chacun une place dans la société. Ainsi, à l'instar de cette lisière qui démultiplie les possibles, nos activités à Mayotte ne se limitent pas à un simple soutien, elles sont un engagement profond à créer des passerelles, à tisser des liens, à transformer les épreuves en force. Ainsi, je voudrais profiter de ce petit moment qui m'est accordé pour remercier l'ensemble de l'équipe de la POPAM qui, depuis 3 ans, œuvre avec un tel professionnalisme et une telle énergie pour aller à la rencontre de son public, des personnes qui ont besoin d'être accompagnées sur les questions d'addiction, mais aussi autour de la prévention. Mayotte, à la lisière, à la croisée des mondes, nous invite à repenser les notions de centre et de périphérie, à envisager de nouvelles formes d'inclusion, de reconnaître les forces et les dynamiques communautaires. À travers les déterminants sociaux de la santé, la réduction des risques et la veille sanitaire, ces rencontres nous permettront d'explorer comment les pratiques innovantes peuvent être développées pour répondre à des besoins spécifiques et pour bâtir un avenir où la lisière devient un espace de possible. Je ne doute pas des liens et des ponts que nous ferons entre ces 3 salles, aux noms bien évocateurs, et aux nombreux défis que nous avons à relever. Merci aux uns et aux autres, et bon colloque.